Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire le point sur mes lectures du mois de février et du mois de mars. En effet, j'ai fait une seule vidéo pour ces 2 mois parce que, en fait, pendant ces 2 mois, je n'ai pas eu beaucoup de temps de lire. Comme vous voyez, il y a un nouveau fond derrière moi, car pendant ces 2 mois, j'ai quitté Bordeaux pour Lyon, donc j'ai dû faire un emménagement, un déménagement, et j'ai aussi commencé un nouveau travail, ce qui m'a pris énormément de temps. Donc, pour ces 2 mois, j'ai seulement 4 tomes de manga à vous présenter, un comics et 2 romans. Nous allons commencer tout de suite avec les 2 premiers mangas que j'ai lus au cours de ces 2 mois et qui sont L'Attaque des Titans, Birth of Levi. Alors cette série spin-off de l'Attaque des Titans est disponible en 2 tomes, c'est les éditions Pika. Alors je n'ai pas ces 2 tomes physiquement avec moi actuellement vu que je ne les ai pas déménagés, mais j'essaierai de vous mettre une miniature ici ou ici pour que vous voyez à quoi ils ressemblent. Bon, comme je me doutais, je ne suis pas doué avec le logiciel de montage, donc voici les couvertures que je n'ai pas réussi à insérer dans la vidéo. J'ai une petite préférence pour la première, même si la seconde est sympa. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, c'est seulement 2 tomes, c'est disponible chez Pika. Alors ce n'est pas dessiné par Hajime Isayama qui est l'auteur original de l'Attaque des Titans, mais je crois que c'est écrit par Gunstark et dessiné par Hikaru Suruga. Alors ce changement de dessinateur se remarque grandement, les dessins sont bien meilleurs que ceux de l'Attaque des Titans, car certes j'adore l'Attaque des Titans, j'adore le scénario, il faut admettre que les dessins ne sont pas très beaux. Cela disparaît dans Birth of Levi, les dessins sont très beaux. Dans ces 2 tomes, nous suivons donc Levi et 2 de ses amis, Isabelle et un autre personnage dont j'ai oublié le nom. On voit comment était leur vie avant la rencontre décisive qu'ils vont faire avec le Major Erwin, qui va les inciter à rencontrer le bataillon d'exploration. Et on va voir les raisons qui les ont poussés à rejoindre justement le bataillon d'exploration. Malgré que cette histoire fasse seulement 2 tomes, je me suis très vite attaché aux 2 amis de Levi, principalement Isabelle, dont j'adore le caractère. Par contre, le personnage qui m'a le plus intéressé et le plus marqué dans ces 2 tomes, ce n'est pas Levi, bien que ce soit le personnage principal, mais le Major Erwin. On voit clairement que bien avant l'attaque des Titans, il avait déjà une vision très précise de ce qu'il voulait faire, il était déjà un fin stratège, et s'il a recruté Levi, ce n'est pas pour rien. Il avait déjà une vision bien précise de ce qu'il voulait. La fin de ces 2 tomes sont très prévisibles, vu que ça se passe avant l'attaque des Titans, on sait déjà ce que va faire Levi, s'il va rejoindre ou non le bataillon d'exploration, on se doute un peu ce qui va arriver à ses 2 amis, on se doute aussi comment il va évoluer ses rapports avec le Major Erwin. Cependant, j'ai bien aimé ces 2 tomes, ils m'ont bien plu, ils m'ont convaincu, donc même si vous n'êtes pas un grand fan de l'Attaque des Titans, je vous conseille de lire ces 2 tomes. Puis bon, pour 2 tomes, c'est pas un fort investissement, donc allez-y. Autre manga que j'ai lu au cours de ces 2 mois, c'est Black Butler tome 21 aux éditions d'Arcana. Alors pareil, ce manga je ne l'ai pas avec moi, mais je vais vous mettre une miniature ici, je pense. Encore une fois, je n'ai pas réussi à intégrer la couverture dans la vidéo, donc la voici à part. Alors déjà la couverture j'ai adoré parce que c'est une couverture avec Bard qui est un personnage que j'aime beaucoup, donc je suis content qu'il ait enfin sa couverture parce que je pense pas qu'il y avait déjà eu une couverture avec lui. Dans ce tome 21, nous reprenons l'arc de la sorcière verte là où nous l'avions laissé et on approche de plus en plus de sa conclusion. Dans les tomes précédents, on avait appris plus sur les origines de la sorcière, des loups-garous du village de sorcières et sur la réelle nature de ce village. Tout quasiment nous avait été révélé et ce tome nous permet donc en quelque sorte de digérer toutes ces révélations. Pour digérer toutes ces révélations, l'auteur a jugé bon de nous mettre une grosse dose d'action dans ce tome, avec énormément de combats que j'ai bien aimés. En effet, il y a beaucoup de combats et chacun de ces combats sont réalisés par un des membres de la maison Phantom Hive, la femme de ménage, Bard, le jardinier, et même Tanaka nous montre son talent qu'on n'avait pas encore pu découvrir dans les tomes précédents. Et moi qui aime bien Tanaka, ça m'a bien fait rire de voir son talent. Ce tome 21 me confirme que j'aime toujours autant Black Butler. En effet, l'auteur arrive toujours à nous surprendre en changeant d'univers, par exemple, avec la Public School dans l'arc précédent, ou les zombies avec l'arc sur le paquebot, ou en rajoutant des éléments qu'on ne s'attend pas du tout à voir dans le manga. En effet, il n'y a aucun tea time en ce moment, aucune pâtisserie, on change totalement d'ambiance et on voit même des armes qu'on ne s'attendait pas du tout à voir dans Black Butler. Cependant, une chose m'a un peu déçu dans ce tome, c'est l'arrivée d'un nouveau personnage sorti vraiment de nulle part pour débloquer une situation de pouf, il débarque, il débloque la situation, mais c'était vraiment fait grossièrement avec des grosses ficelles, donc
c'est le point qui m'a un peu déplu dans ce tome, mais c'est vraiment un truc léger et l'auteur se rattrape vraiment bien avec tout le reste de ce tome. De plus, dans ce tome, nous faisons la rencontre de deux nouveaux Shinigami qui arrivent sous forme un peu de clin d'œil et qui nous lâchent une petite révélation qui, je le pense, va avoir de grandes conséquences par la suite. Donc à surveiller ces deux Shinigami. Et pour faire une petite conclusion plus générale sur cet arc, vu qu'on est en train d'arriver à la fin de l'arc de la sorcière verte, j'ai vraiment beaucoup aimé cet arc parce que déjà il nous emmenait dans un nouveau pays, l'Allemagne, dans une nouvelle ambiance avec des sorcières, des loups-garous. Et en plus, je dois le dire, je n'avais pas du tout vu arriver l'explication du pourquoi de la sorcière et des loups-garous. Je m'attendais vraiment, mais alors vraiment pas du tout à cette explication, donc l'auteur a bien réussi à me surprendre. Donc si vous ne suivez pas déjà Black Butler, je vous conseille de vous y mettre. Ça n'a pas grand chose à voir avec les premiers arcs de l'anime. Book of Circus dans l'anime reprend vraiment un arc du manga, mais avant c'est vraiment divergent par rapport au manga, donc je vous conseille vraiment de lire le manga, même si vous avez regardé l'anime. Nous allons maintenant passer à un autre manga que j'ai lu, qui est Seraph of the End, tome 5. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Seraph of the End, je vais un peu vous réexpliquer l'histoire du début pour que vous ne soyez pas trop perdus quand je vais vous parler du tome 5. Alors, on est dans le Japon, dans lequel un virus mortel a été lâché et a tué tous les adultes du Japon. Seuls les enfants ont survécu, et en fait, ils ont été kidnappés par les vampires, qui les ont emmenés dans des villes souterraines, très bien dessinées d'ailleurs dans le manga, et où ils sont élevés par les vampires, et où les vampires se servent d'eux comme source de nourriture. On suit donc les aventures de Yuichiro et Mika, qui un jour décident de s'échapper de cette ville, de s'évader avec leur ami. Cependant, cela ne marche pas, et ils se font attraper par les vampires. Seul Yuichiro s'en sort, tous ses amis se font tuer sous ses yeux, et lorsqu'il quitte la cité souterraine, il se rend compte qu'en fait, à la surface, la vie a repris son cours, il y a encore des adultes, et il se rend compte donc que les vampires lui avaient menti. Il décide donc de rejoindre la résistance humaine contre les vampires et les démons, parce qu'il y a aussi une histoire avec des démons qui ont été libérés sur le Japon. L'histoire est un peu compliquée vu comment je vous la raconte, je pense que je vous la raconte pas très bien, donc peut-être lisez les premiers tomes. Alors, mon avis sur ce tome 5, et comme sur les 4 tomes précédents, je n'arrive toujours pas à me faire un avis sur Seraph of the End. En effet, dans un même tome, il va y avoir des passages que je vais adorer, qui vont m'entraîner avec des explications qui arrivent à me convaincre. Et après, boum, montagne russe, un passage hyper lourd, ennuyant, avec de l'humour mal placé, et des personnages bien lourds, des explications tordues. Donc je n'arrive toujours pas à me faire un avis sur Seraph of the End, en fait, malgré 5 tomes que je suis. Le héros, Yuichiro, n'arrive lui aussi toujours pas à me convaincre. Les 3/4 du temps, il m'énerve quand il est en mode tête brûlée, son caractère m'insupporte, donc je n'arrive pas à m'attacher à lui. Après, il y a Shinoa, avec une pseudo-histoire d'amour avec Yuichiro qui est en mode qui aime bien, châtie bien, pareil, leur histoire d'amour ne me convainc pas. Et toutes les blagues que fait Shinoa sur le fait que Yuichiro serait un pervers, pareil, elles me font pas rire, elles n'arrivent pas à me convaincre, donc je n'adhère pas non plus aux blagues. Alors par contre, niveau point positif de ce tome, c'est qu'on en apprend un peu plus sur le pouvoir qu'aurait Yuichiro, ce qui a réussi à me plaire. On en apprend un peu plus aussi sur les grandes familles qui contrôlent l'armée démoniaque du Damon, ce qui permet d'étoffer un peu le contexte de l'histoire, donc point positif. Et autre point positif, mais qui était déjà présent dans les 4 premiers tomes, c'est le dessin qui est toujours aussi bon. En conclusion, sur cette lecture de Seraph of the End, ça fait 5 tomes que je me dis, bon, ça va démarrer, ça va réussir à me convaincre, je vais accrocher à l'histoire. Et en fait, non, je n'accroche toujours pas à l'histoire. Donc j'ai de gros doutes sur le fait que si oui ou non, je vais lire le 6e tome et continuer. Ça dépendra des retours que me font mes amis qui lisent aussi ce manga. Donc à voir dans les prochaines vidéos. Nous allons maintenant passer au seul comics que j'ai lu au cours de ces 2 mois, et qui est un comics de la collection Star Wars Legend. Je l'ai avec moi vu que j'ai lu au cours de ces 2 derniers mois, et c'est donc un Star Wars Legend, le côté obscur, le tome 7, qui est sur le personnage de Boba Fett. Alors, pour ceux qui seraient intéressés, je vous mettrai en lien dans la barre d'infos en dessous de la vidéo, les liens vers ce tome hors collection Hachette, vu que moi c'est par la collection Hachette que je l'ai, mais il est disponible aussi en tome seul, donc je vous mettrai le lien si vous êtes intéressés. Alors, vite fait l'histoire. Alors, c'est une histoire sur Boba Fett, un personnage que j'aime beaucoup et que je pense beaucoup de gens aussi aiment. Alors, en fait, il est engagé par Gorga le Hutt,
un membre de la famille de Jabba le Hutt, et il l'engage pour tuer le pirate Barracuda, si je dis pas d'erreur. Alors pourquoi il lui demande de tuer le pirate Barracuda? C'est parce qu'en fait, Gorga le Hutt veut séduire la belle, entre guillemets, vu que ça reste une larve, la belle Anacro, dont le père est un marchand d'ordures et qui est un ennemi du pirate Barracuda. Donc pour pouvoir séduire la belle et séduire le père de cette fille, Gorga le Hutt veut que Boba Fett tue ce pirate pour pouvoir livrer le corps du pirate au père de sa dulcinée et ainsi pouvoir se marier avec elle. Et en fait, dans ce tome, on va pouvoir suivre toutes les aventures qui vont découler de cette mission, parce qu'en fait, il va y avoir des vengeances et tout, il va y avoir plein d'histoires entre Gorga et sa dulcinée qui va faire appel à Boba Fett plus d'une fois. Il va y avoir des gens qui vont vouloir se venger de Boba Fett, mais aussi de Gorga. Ce qui fait que ça va venir plein de quiproquos, plein de vengeances, plein de chasses. Donc c'est un tome plein d'aventures. Ce tome m'a globalement plu parce qu'il y avait beaucoup d'aventures. Bon, ce n'est pas non plus une histoire énorme, mais c'est intéressant, ça se laisse lire. Comme je vous l'ai dit précédemment, il y a beaucoup de quiproquos, de malentendus, ce qui fait qu'il y a un certain comique que je ne m'attendais pas à voir et qui m'a plu. Autre point qui m'a plu dans ce comics, c'est l'ambiance un peu western, avec le fait que Boba Fett soit un chasseur de primes, mais il y a aussi les décors qui rappelaient souvent l'ambiance western, les situations, la mise en scène qui était très sympa. Alors, pour ce qui est du scénario, c'est un scénario de John Wanier. Pour ceux qui s'intéressent, c'est lui aussi qui a créé le personnage de Judge Dredd, si je dis pas de bêtises, qui est un personnage que j'aime beaucoup aussi. Et il a aussi participé dans les comics Doctor Who, pour ceux qui aiment s'intéresser à l'histoire du scénariste. Alors pour le dessin et la coloration, c'est de Cam Kennedy. Alors au départ, j'ai eu un peu de mal à me faire aux couleurs utilisées pour ce comics, parce que souvent les pages sont monochromes, avec très peu de variations de couleurs, ce qui fait qu'au départ j'étais un peu rebooté, mais au fil des pages, je m'y suis fait et au final je me suis dit que ça allait bien avec l'histoire. Après je vais peut-être vous faire un petit close-up, je crois qu'on dit, pour vous montrer de plus près les pages et tout, pour vous montrer en quoi j'étais un peu gêné au départ des couleurs, mais qu'au final on s'y fait. Ah, autre point à signaler sur les dessins, les designs des méchants. Barracuda par exemple, les autres pirates, ça m'a pas du tout convaincu et je trouvais qu'ils faisaient pas crédible du tout. Petit point négatif sur les vilains de l'histoire. En conclusion pour ce comics, je vous le conseille si vous êtes un fan de Star Wars ou de Boba Fett, sinon passez votre chemin je pense. Bon, je vais vous montrer d'un peu plus près ce comics, vu que je vous ai parlé de la particularité de la coloration. Comme vous allez le voir dès les premières pages, les couleurs sont un peu particulières, on va dire. Certains pourront même dire qu'elles font un peu criardes. Comme vous parlez, voilà, certaines pages monochromatiques. Mais au fur et à mesure de l'histoire, on s'y fait très bien. Et voilà, comme par exemple ici, ça donne vraiment bien une ambiance western, je trouve. Et donc au final, ça sert bien l'histoire, cette version, enfin, cette façon d'avoir colorisé les pages. Voilà. Alors maintenant, nous allons passer au roman que j'ai lu ce mois-ci. Et le tout premier roman que j'ai lu est encore un Star Wars, qui est Maul prisonnier. Alors, pour l'histoire, on suit Dark Maul, qui est envoyé sur le pénitencier Engrenage 7 par son maître Dark Sidious. Alors le pénitencier Engrenage 7 est un pénitencier dans lequel on envoie de nombreux criminels de l'univers et qui a la particularité d'organiser des combats de prisonniers, comme des combats de gladiateurs, qui sont retransmis dans les salles de Paris de la bordure extérieure. Maul est envoyé par Dark Sidious dans cette prison pour mettre la main sur une arme que son maître souhaite récupérer, mais je ne vais pas vous préciser pourquoi, vu qu'on va l'apprendre au cours de l'histoire. Et Maul a l'ordre de ne pas utiliser la force au cours de cette mission pour ne pas être démasqué. Alors l'histoire se passe intégralement dans Engrenage 7. Il y a quasiment peu de scènes qui se passent en dehors du pénitencier, donc c'est en huis clos, avec une ambiance très prison, avec des histoires de guerre de gang, une directrice de prison très charismatique, et la prison a une architecture très particulière que vous découvrirez dans l'histoire.
Donc j'ai vraiment bien aimé cette ambiance carcérale, ça change vraiment, ça donne un côté un peu plus adulte à la licence Star Wars, donc j'ai vraiment bien aimé cette ambiance de prison. J'ai aussi bien aimé le fait qu'on soit dans la tête de Dark Maul, vu que c'est un personnage que j'aime beaucoup, et que j'étais donc heureux de pouvoir suivre et de voir un peu sa relation avec son maître Dark Sidious, voir à quel point il lui était soumis et voir leur rapport plus en détail. Petit bémol, j'ai découvert après ma lecture de ce roman qu'il était conseillé de lire un roman avant de lire celui-là, qui est le roman Dark Plagueis, j'espère que je le prononce bien. Et je comprends, avec cette info, je comprends mieux pourquoi de temps en temps, quand il y avait des discours avec Dark Plagueis et Dark Sidious qui faisaient plein de sous-entendus, je me disais souvent, merde, j'ai l'impression de passer à côté de quelque chose, et bah maintenant je comprends mieux, vu qu'en fait il fallait lire un roman sur le personnage de Dark Plagueis avant. Donc il est sur ma liste d'achat à faire très prochainement pour pouvoir le lire après, alors qu'il aurait fallu le lire avant, mais j'ai envie d'en savoir plus sur ce personnage qui à présent m'intrigue. Alors ce roman se lit très très vite, il n'y a aucun temps mort, il y a beaucoup de rebondissements, je trouve personnellement, et tout s'enchaîne. La fin est même un peu trop précipitée, je trouve, vu que quand on arrive à découvrir... je vais pas vous dire ce qu'on découvre, vu que je veux pas vous spoiler l'histoire, mais quand on voit que Dark Maul accomplit sa mission, j'aurais bien voulu en savoir un peu plus sur le but de cette mission, et en fait, bah... hop, ça se finit comme ça, il finit sa mission, et on sait pas trop pourquoi il devait faire cette mission, donc c'est la partie qui m'a un peu déçu. Mais bon, ça se lit très vite, comme je vous ai dit, et ça fait... combien de pages? Ça fait 440 pages en format pocket, donc ça va assez vite. Donc, mais quand même, un avis positif sur ce livre que j'ai bien aimé, et j'ai pris du bon temps en le lisant, donc si vous aimez Star Wars, je vous le conseille. Alors pour ceux qui ont vu ma précédente vidéo où je présentais mes lectures du mois de janvier, j'avais lu au cours de ce mois les 2 premiers tomes de Divergente, et j'ai cédé, j'ai acheté le tome 3 de Divergente pour savoir la fin. Alors si vous n'avez pas lu les 2 tomes précédents, je vous conseille de zapper la fin de la vidéo pour que je ne vous spoile pas l'histoire. Alors si vous êtes encore là maintenant, c'est que vous avez lu les 2 premiers tomes, ou que vous avez vu les films, ou que vous ne comptez pas lire les 2 premiers tomes, donc vous vous en fichez d'être spoilé. Alors, à la fin du tome 2, on quittait l'histoire quand Evelyn, la mère de Tobias, 4, avait pris le pouvoir et aboli le système des factions, et on avait aussi découvert que la vie existait en dehors de la ville, et que les divergents étaient appelés à quitter la ville pour venir rejoindre l'extérieur. Alors au début de l'histoire, on retrouve donc nos personnages, et on découvre que de nombreuses personnes au sein de la ville s'opposent à Evelyn et le fait qu'elle ait aboli le système des factions et qu'elle soit contre le fait de sortir de la ville. Nous rencontrons donc les loyalistes, un nouveau groupe qui s'oppose à Evelyn et qui souhaite la renverser et mettre en place une équipe qui ira en dehors de la clôture. Alors tout d'abord, un point sur la narration qui change un peu. En effet, nous ne suivons plus seulement le point de vue de Triss, mais nous avons en même temps le point de vue de Triss et le point de vue de Tobias. Souvent ça change, un chapitre c'est l'un, 2 chapitres ça va être l'autre, puis ça va revenir à l'un. Perso, au départ, ça m'a un peu troublé, surtout que je trouve que les deux avaient la même façon de parler, de raconter l'histoire. Donc des fois, en plein milieu d'un chapitre, je ne savais plus si je voyais le point de vue de Tobias ou de Triss, j'étais un peu perdu et je trouve que c'était un peu mal fait au départ. Il m'a fallu un certain temps d'adaptation. Alors, les premières pages et les premiers chapitres du manga... du roman m'ont vraiment bien intéressé car on voyait la nouvelle façon de vivre au sein de la clôture avec la nouvelle mise en place de la disparition des factions. Ça m'a bien intéressé de voir comment la société s'adaptait, comment les personnages s'adaptaient à cela et s'y opposaient. Et après il y a eu donc la mise en place de l'équipe pour sortir de la clôture, donc comme vous en doutez, je vous gâche pas grand chose, nos héros vont en faire partie. Et là, pour moi, l'histoire s'est un peu effondrée comme un soufflet, car le rythme est devenu super mou, je trouve, et l'explication de pourquoi la clôture, pourquoi le système des factions, et pourquoi il y a des gens qui vivent en dehors de la clôture, je vais pas vous le dire parce que je veux pas vous spoiler, mais personnellement, les explications qui ont été fournies ne m'ont pas, mais alors pas du tout convaincu, je les ai pas du tout trouvées crédibles et un peu sorties d'un chapeau, pour tout vous dire. Donc la grosse moitié du roman m'a vachement déçu. Par contre, la dernière partie
du roman, le dernier tiers, m'a alors totalement reconvaincu et m'a refait prendre goût à l'histoire, parce qu'il y a eu d'énormes, mais vraiment énormes rebondissements. Je m'y attendais vraiment pas à certains trucs, et franchement, ouais, le final, je l'ai pas vu venir, et je pense que ceux qui ont déjà lu le roman seront d'accord avec moi pour dire que pas grand monde s'attendait à ça comme conclusion, et franchement, la fin m'a touché, et il m'a fallu un petit moment pour m'en remettre. Et à la fin, je lisais les dernières pages, et je me disais, c'est pas possible, il va y avoir un rebondissement, un dernier truc, et waouh, à chaque fois, de surprise en surprise sur la fin. Donc, bon point pour la conclusion, malgré une milieu de tome un peu molle. Autre point positif, c'est que aucune question n'est laissée en suspense. Toutes les questions ont une réponse. Le pourquoi de la clôture, le pourquoi des systèmes des factions, pourquoi des gens vivent en dehors de la ville, d'où vient la divergence et pourquoi, même si l'explication sur la divergence ne m'a pas convaincu, au moins il y a une explication. Qui est Edith Prior, vu que c'est un peu le suspense à la fin du deuxième tome. Tout est expliqué, donc une bonne chose. Et chose très bien aussi que je trouve, c'est qu'il y a un vrai épilogue à la fin du roman, avec un petit saut dans le futur qui nous montre que chacun des protagonistes est devenu, comment il a évolué suite à la conclusion de l'histoire. Et personnellement, moi j'aime bien savoir ce que deviennent les personnages, j'aime pas trop les fins ouvertes, donc j'étais ravi sur ce point-là. Dans ce tome, j'ai aussi trouvé que la psychologie des personnages était très bien expliquée. On avait vraiment les sentiments de tous les personnages, leurs sentiments étaient forts, ils étaient bien décrits, ils étaient vrais. Perso, quand ils étaient tristes, j'étais triste avec eux, quand ils étaient heureux, j'étais heureux avec eux. Et c'est pour ça que je me suis fait au fur et à mesure d'avoir le point de vue de Tobias, parce que justement on voit bien ses sentiments évoluer et tout, donc ça m'a vraiment bien plu. J'ai bien aimé aussi parce qu'aucun personnage secondaire en quelque sorte n'était laissé de côté. On nous montrait vraiment ce que devenait chaque personnage et la conclusion sur chacun d'entre eux. Et je pensais pas m'attacher autant à certains personnages, et c'est quand il leur arrivait malheur que je me rendais compte en fait que je m'étais vraiment attaché à eux. Donc pour finir sur cette saga divergente, un début de saga avec le premier tome qui m'aura beaucoup plu, un deuxième tome un peu moins mais qui m'aura bien plu, et le troisième tome, un début super, un milieu moyen avec certaines explications qui m'auront pas convaincu, mais au moins il y a le mérite d'avoir eu des réponses à toutes les questions, et une conclusion que je peux pas dire que je l'ai adorée, mais qui est une super conclusion, que je n'ai pas vu voir venir. Et je sais que certains en ont voulu à l'auteur de cette conclusion, que cette conclusion n'a pas plu à un grand nombre de personnes. Mais perso, moi, elle m'a convaincu. Elle montre vraiment que dans une guerre, il n'y a jamais de gagnant, tout le monde est perdant, qu'il y a des victimes de tous les côtés. Je suis aussi content que l'auteur ait mené l'histoire jusque là où elle le souhaitait. Elle n'a pas cédé à la pression des fans. Elle savait sûrement dès le début ce qu'elle voulait nous donner comme conclusion dans cette histoire. La morale qu'elle voulait. Elle nous a vraiment donné une morale qu'elle souhaitait donner. Donc je suis vraiment content que l'auteur ait eu le courage d'aller jusqu'au bout de ce qu'elle souhaitait et de l'avoir fait, malgré les petits pas scandales, mais le fait que beaucoup de gens auraient eu un scandale sur la fin, et moi je suis content justement qu'elle ait assumé et qu'elle y ait été jusqu'au bout. Ça change des histoires bisounours en quelque sorte. Alors maintenant que j'ai fini de lire le tome 3, je me tâte à aller voir le film, parce que pour moi le film et le livre sont deux histoires différentes depuis le tome 2, parce que le tome 2 pour moi et le film 2 il n'y avait pas grand chose à voir. Donc je pense quand même que je vais aller voir le film 3 pour me faire mon avis et pour voir comment évolue cette version de l'histoire, même si le roman restera pour moi favori. J'ai aussi une question à poser à ceux qui ont acheté le tome Divergente appelé 4, je crois, et qui est l'histoire vue du point de vue de Tobias. Alors je voudrais savoir si ce tome supplémentaire apporte vraiment quelque chose, ou si c'est juste un tome fait pour l'argent. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis sur ce tome, histoire que je dépense pas mon argent pour rien, surtout que j'ai plein d'autres livres sur ma liste à acheter. Donc ça y est, on a fait le tour du peu de lecture que j'ai fait au cours de ce mois. J'espère que pendant le mois d'avril, j'arriverai à lire un peu plus. Si vous aussi vous avez lu les romans, mangas et comics que j'ai lus au cours de ce mois, n'hésitez pas à me laisser votre avis sur ces livres dans les commentaires. Je les lis tous, et perso j'aime bien avoir des avis différents sur mes lectures, parce que des fois vous me montrez un point de vue, un côté que je n'avais pas forcément relevé.
Si la vidéo vous a plu, évidemment, n'hésitez pas à laisser un petit pouce et à vous abonner. Et je vous précise aussi que je suis très présent sur Instagram, je vous mettrai sûrement mon compte vers ici, et donc n'hésitez pas à venir voir les photos que je publie, je mets des fois des photos de ce que je suis en train de lire en ce moment, et sur toutes mes passions, le Japon, Disney, etc. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de week-end et une bonne lecture. Ciao!